Hey, parfait. Salut, Standine. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Power Skills 2021 Kurt Strikes Back, une séance organisée par le service conseil en transition professionnelle à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Power Skills est un sommet virtuel de carrière. C'est un événement gratuit de 3 jours qui est plein de sessions d'inspiration, de motivation et on va vous vraiment encourager à participer à une série de sessions dynamiques et créatives. Je m'appelle Émilie Salvi et je suis conseillère en carrière et en transition professionnelle du service conseil en transition professionnelle à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Je suis heureuse de vous présenter votre animateur et mon collègue de plusieurs talents. Il est conseiller d'orientation complètement bilingue, animateur d'atelier, il a plusieurs d'autres talents aussi. Et c'est un plaisir de l'appeler aussi mon collègue à l'équipe de service conseil en transition professionnelle, Nayo Garibi. Merci, Nayo. Merci, Émilie, pour cette belle introduction. Tu sais que je suis ton fan numéro 1 et j'espère devenir un bon conseiller carrière comme toi un jour. Et merci à tous d'être venus en si grand nombre. Comme elle a dit, donc, le sommet carrière est virtuel et gratuit offert par le Centre d'emploi de McGill. On est content justement de faire cette session en français. Ça fait du bien. Justement, on est au Québec. On essaie justement d'utiliser les 2 langues le plus possible. Et aujourd'hui, dans la session, l'importance de l'accompagnement, comment propulser sa carrière et accélérer son intégration. On aura la chance justement de poser toutes vos questions, répondre et justement essayer de faire des nouvelles connexions. Je tiens à préciser, comme vous avez pu voir, que la session est enregistrée et vous aurez la chance de visionner la session encore et encore, partager avec vos amis. Et je vous encourage fortement à écrire vos questions en anglais ou en français dans la boîte de clavardage et nous y répondrons d'ici la fin. Maintenant, alors sans plus tarder, laissez-moi brièvement vous parler de nos invités d'honneur. Je vais leur laisser approfondir un peu plus par après, mais je veux juste vous donner un survol rapide. Donc, Inès Majoub, ici, je l'ai connue lorsqu'elle s'occupait du programme de mentorat offert par la Chambre du commerce de Montréal. Elle est active dans plusieurs initiatives et elle va vous en dire un peu plus sous peu. Julien Benoît, un expert en conseil carrière et, selon ce que j'ai appris, aussi en train de développer en orientation, qui a aussi été auxiliaire d'enseignement à l'UQAM et qui travaille présentement à Accès Travail de Montréal, bien sûr. Et pour finir, ici, nous avons Aya Dufour, du Césaire et qui a aussi travaillé au Cégep de la Gaspésie. Mais maintenant que vous savez un petit peu plus sur nos panélistes, je vais leur laisser en dire un peu plus sur le contexte, sur qui ils travaillent, leur spécialité et leur passion. Donc, Inès, comme j'ai commencé par toi, si tu veux, je te laisse l'honneur. Merci, Nayo. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, moi, je suis coach de carrière. Je me spécialise dans l'accompagnement de professionnels, de cadres et de hauts dirigeants dans leur transition professionnelle, mais aussi la composition de leur carrière, comment ça va s'articuler. Je suis également passionnée par le mentorat. Alors, le mentorat, j'y ai touché en mentorant les nouveaux arrivants en tant que mentor. Après ça, je suis allée travailler à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain comme coordonnatrice du programme de mentorat. Le fil conducteur dans ma carrière, c'est la passion que j'ai pour l'être humain et pour le développement des talents et des compétences. Alors, je continue à apprendre là-dessus. C'est vraiment un sujet extrêmement passionnant et je suis honorée de vous retrouver ce soir pour vous partager ma passion. Super, wow. Moi aussi, pour poursuivre, très content d'être ici ce soir. Ça fait pas mal de monde. Ça fait longtemps, je crois que j'ai pas été entouré d'autant de gens à part peut-être dans mes classes Zoom. Donc, moi, c'est Julien Benoît. Je suis conseiller en gestion de carrière. Donc, un nom un peu hybride. En gros, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'orientation depuis à peu près 1 an et demi. Donc, en même temps, je fais ma maîtrise là, pour être conseiller d'orientation. Donc, une fois que ça sera fait, je porterai un nom un peu plus clair. Sinon, j'ai fait beaucoup d'employabilité aussi, donc à peu près 3 ans là, comme conseiller en emploi, où là, c'était vraiment plus justement l'accompagner des gens dans leur recherche d'emploi.
Puis pour faire un lien aussi un peu avec Inès, j'avais travaillé beaucoup en partenariat avec Interconnexion sur des projets de stage, tout ça, puis un peu chez Academos. Donc voilà, ce soir, je vais surtout amener un petit volet plus counseling intervention, mais en tout cas, le domaine de la carrière en général m'intéresse, puis tout ce qui est recherche d'emploi. Donc, j'ai hâte de discuter avec tout le monde ce soir. Merci Julien pour la belle introduction. J'enchaîne. Donc, mon nom est Aya Dufour. Je travaille également comme conseillère en emploi. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je travaille avec le Centre social d'aide aux immigrants, majoritairement avec une clientèle issue de l'immigration. Mais auparavant, j'ai travaillé en collaboration avec les étudiants internationaux au Cégep de la Gaspésie. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu communautaire, c'est un pilier de l'accueil des nouveaux arrivants à Montréal. Je crois qu'il y a une trentaine d'organismes qui offrent des services d'installation, d'accueil, d'intégration pour les nouveaux arrivants à Montréal. Et d'ailleurs, dans la liste de ressources qu'on inclut à la fin du panel, on a le répertoire là, pour pouvoir trouver là, lequel centre est plus proche de chez vous. Donc, dans le cadre de mon travail au CSAI, ça a été remarqué que les étudiants internationaux étaient intéressés à avoir un service complémentaire à ceux qui sont offerts dans les institutions scolaires. Puis c'est dans cet angle-là que depuis 6 mois, je me concentre vraiment sur l'employabilité des étudiants internationaux. Bien entendu, les conseils et les stratégies qui sont employées par les étudiants internationaux sont applicables à tous les individus qui souhaitent intégrer un nouveau milieu. Donc, j'espère que le contenu que je vais pouvoir partager aujourd'hui est applicable et pertinent pour tout le monde. Donc, merci et bon panel. Hey, merci beaucoup pour ces belles introductions puis présentations de vous. Justement, je l'ai choisi parce que je savais que vous aviez beaucoup à offrir à la communauté. Vous aviez tous des compétences, justement, qui sont très utiles pour tous. Et je vais commencer la question ici avec une question un peu plus facile. Ça va approfondir un peu sur ce que vous venez de parler. Vous travaillez tous dans des organismes différents. Quelle stratégie ou technique de recherche d'emploi conseillez-vous ou utilisez-vous plus particulièrement dans votre organisme? Est-ce qu'il y en a une qui veut commencer? Oui, donc qui que ce soit qui veut commencer, sinon je peux en choisir. Je peux prendre les avant. Donc, une thématique qui revient régulièrement dans nos ateliers collectifs ou dans notre conseil individuel, c'est vraiment de miser sur la qualité des applications. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer plusieurs applications si on ne se concentre pas sur le niveau de qualité. Et afin de rédiger une application qui est vraiment de bonne qualité, il faut faire une recherche approfondie dans le milieu. Donc, c'est des conseils qui circulent vraiment dans le domaine du conseil à l'emploi. C'est des conseils qui sont super pertinents, super valides pour tout le monde. Avant de commencer à soumettre des applications, il faut être familier avec le vocabulaire de son domaine. Il faut connaître les gros joueurs. Il faut connaître les opportunités. Il faut avoir une piste sur les intérêts qui correspondent à nos intérêts professionnels. Et tout ça, ça va vraiment apparaître dans les applications. Donc, la première stratégie qui est vraiment mise de l'avant dans notre centre, c'est vraiment miser sur la qualité de l'application. Puis ensuite, il y a d'autres conseils, d'autres stratégies qui découlent de cette stratégie principale-là, notamment l'importance d'avoir une bonne routine pour préparer des applications, donc consacrer du temps à tous les jours ou des séances vraiment prédéfinies de périodes de recherche d'emploi dans la semaine. Le plus important, c'est de garder une bonne cadence, une bonne persévérance, une bonne constance dans les applications, de ne pas se décourager quand on ne reçoit pas des résultats escomptés. Et également, quand on fait une recherche vraiment approfondie sur le milieu, ça nous permet vraiment d'identifier les objections éventuelles des employeurs. Donc, identifier dès le départ quels seront les obstacles dans le futur pour quand on va postuler, puis trouver des solutions là, initiales là, pour adresser ces problèmes-là dans le futur. Donc, voilà le survol de ce qui est mis de l'avant à mon centre. Je donne maintenant le micro là, soit à Inès, soit à Julien. Si je peux ajouter un petit quelque chose, ben, c'était une question aussi que tout à l'heure, je me suis dit, oh, il y a beaucoup de choses à dire, donc tu as bien introduit aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as mentionné. Nous, chez Accès Travail, on a un service d'employabilité aussi, puis moi, en orientation au bilan de compétences, souvent, on va parler du marché du travail, puis ce que je remarque, c'est souvent, il y a l'espèce de travail en amont avant d'appliquer est souvent négligé. Donc, je vais rencontrer beaucoup de gens qui ont peut-être pas un projet professionnel très, très bien défini. Puis là, je vais remarquer que souvent, c'est appliqué à des postes qui ont de l'air de fitter avec eux. C'est souvent là qu'on voit que ça fonctionne un peu moins bien. Donc, moi, je dirais d'aller un peu préciser ce projet-là, donc s'assurer qu'on connaît bien les entreprises dans notre domaine, c'est quoi le langage qui est parlé dans notre domaine professionnel également. Au Québec, en général, on utilise beaucoup de termes pour les mêmes choses. Puis des fois, ça peut devenir mélangeant un peu quand on cherche des appellations d'emploi qu'on peut avoir accès avec notre background.
Puis juste de faire un peu le travail de ratisser un petit peu qu'est-ce qui est disponible avec notre profil. Donc, énumérer les appellations d'emploi qui sont disponibles, les entreprises, faire vraiment ce premier travail de recherche-là, c'est super important parce que sinon, ben, c'est ça, on va appliquer un peu partout, puis là, on va se décourager parce qu'on n'a pas de retour. Puis là, ben, ça vient un peu en pente descendante. Fait que je dirais vraiment le travail en amont. C'est ça, pour l'instant. Il y en a plein d'autres, mais... Alors, pour ma part, pour reprendre un peu ce que Julien disait, un exercice essentiel avant même de commencer à faire son CV, c'est de se connaître. Alors, moi, ce que je préconise, c'est un bilan de carrière exhaustif pour vraiment faire ressortir ce que l'on aime, nos forces, les points de vigilance, les types d'entreprises qui nous attirent, les tâches qui nous attirent, qui nous rendent heureux, qui nous donnent de l'énergie, les tâches qui nous enlèvent notre énergie, le type d'entreprise où est-ce qu'on se voit travailler. Ce n'est pas la même chose de travailler dans une énorme entreprise de 5000 personnes que dans le domaine, par exemple, communautaire. Ce n'est pas la même chose. Alors, une fois qu'on a fait un bilan de carrière exhaustif, on est plus à même de vraiment faire un CV qui correspond à qui l'on est, n'est-ce pas? Je dis toujours à mes clients, c'est un petit peu comme la belle robe noire qui tombe bien sur nous. Hein? Elle est vraiment ajustée sur nous, ça tombe très bien. Mais un CV ou une lettre de motivation, elle doit aussi refléter cette unicité, ce caractère unique qui nous distingue en fait des autres candidats. Et également, une fois qu'on se connaît, ça va beaucoup faciliter les entretiens d'embauche. Quand on va dire, par exemple, si l'employeur nous demande « parlez-moi de vous », il va y avoir une cohérence entre qui l'on est, puisqu'on a fait l'exercice au préalable de se connaître. Donc, le fameux elevator pitch ou le discours d'ascenseur, ça va être beaucoup plus facile pour nous comme candidats d'aller se présenter parce que on se connaît bien, on sait qu'est-ce qu'on aime, on connaît nos forces, on est capable d'amener ce volet-là. Donc, moi, je trouve que cette étape-là, elle est essentielle avant même de commencer à mettre à jour ces outils de marketing, par exemple le profil LinkedIn, la lettre de motivation, le CV, et surtout avant d'approcher le réseau. Hein. Donc ça, c'est le numéro 2 pour moi que je trouve essentiel avant de commencer à faire du réseautage, networking. Il faut avoir d'abord et avant tout fait ce travail sur soi, de connaissance sur soi, parce que sinon, un réseau, vous pouvez le brûler, le griller. Il ne faut surtout pas aller approcher les gens et dire n'importe quoi et solliciter les gens, surtout des employeurs, hein, des futurs employeurs, si on ne se connaît pas. Si on vous dit quel type de poste vous voulez, vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis ouvert à tout ». C'est fini après, on vient de griller nos cartes. Alors, on parlera plus tard du réseautage, mais ça, c'est vraiment 2 choses essentielles. Connaissance de soi et après, la mise à contribution de notre réseau pour nous donner d'autres pistes. Voilà. Tu m'as donné envie d'ajouter, excuse, je ne vais pas te couper. Oui. Dans le fond, quand tu as mentionné se connaître, je trouve que ça fit aussi très bien avec se connaître au niveau de ce qu'on aime comme technique de recherche d'emploi aussi. Souvent, on se fait demander un peu c'est quoi les meilleures techniques, c'est quoi qui fonctionne. Moi, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont reconnues pour être efficaces, mais il ne faut pas non plus se forcer à appliquer d'une façon si ça ne correspond pas avec sa personnalité parce que ça va paraître. Donc, souvent, qu'est-ce que je nomme comme je vais aller avec la personne, d'abord identifier c'est de quelle façon qu'elle aimerait appliquer finalement, puis comment que ça va être naturel, fluide pour cette personne-là. Puis c'est quand on arrive justement à des façons un petit peu loufoques, un petit peu originales, mais qui correspondent à la personnalité de la personne que ça fonctionne. Tu sais, le classique, le relancer des employeurs, bien, si c'est une personne qui aime juste pas ça, le téléphone, ça marche pas. Bon, la forcer à faire des appels, ça marchera jamais. Donc, je conseille toujours d'essayer. Puis si effectivement c'est quelque chose qu'on n'aime pas, ben on retire cette technique-là pour l'instant, puis on va en essayer une qui correspond juste plus avec la personnalité et la couleur de la personne. J'ai eu des histoires là, de trucs super originaux, puis quand j'en parlais avec quelqu'un d'autre, c'est comme « Ouf, moi jamais je ferais ça ». C'est parfait comme ça. Donc justement, ce travail de connaissance de soi-là est super important. Merci tout le monde pour vos excellentes réponses. Et en plus, c'était pas vraiment une question piège, mais je savais que même si vous travaillez tous dans des organismes différents, tout le monde est différent, donc il n'y a jamais une solution miracle. Fait que merci beaucoup de confirmer ça. Puis là, la deuxième question ici, ben là, c'est sûr que c'est inévitable qu'on en parle. Avec la pandémie, tout est devenu virtuel. Quels conseils pouvez-vous donner aux participants afin qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité?
Je pourrais commencer. Vous savez, la pandémie a amené un énorme stress sur tout le monde, hein, même si on est très fort mentalement, à un moment donné, on sent qu'on perd pied. Donc, la première chose pour un chercheur d'emploi, c'est prendre soin de soi, hein, le self-care. Prendre soin de soi, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, du sport. Également, ne pas rester tout seul, ne pas s'enfermer. C'est-à-dire qu'il faut appeler ses amis, il faut chaque jour un appel à plusieurs personnes si on a besoin de parler de ses peurs. Donc souvent, les chercheurs d'emploi, ce qu'ils vont, ils vont s'enfermer dans cette bulle parce qu'ils ont honte. Le sentiment de honte va les accabler alors qu'il n'y a pas de honte là-dedans, hein. À un moment donné, on peut se retrouver tous dans une situation où on veut repartir du bon pied et puis on cherche un emploi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste être au clair avec soi-même et justement, comme on a parlé tout à l'heure, quand on fait l'exercice de connaissance de soi, mais c'est sûr que ça va faire monter des peurs, des craintes. Encore plus maintenant qu'on est confiné à la maison, on ne peut pas aller prendre un café avec les gens pour réseauter. Eh bien, la première chose, je trouve que c'est vraiment prendre soin de soi et s'entourer. Ça, c'est la base. Mm-hmm. Oui, c'est super pertinent. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, il y a comme un réflexe de s'isoler encore plus en ce moment, ce qui rend ça plus difficile. Après, le revers un peu de la situation, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont encore plus accessibles virtuellement aussi. Donc, il y avait quand même déjà pas mal d'échanges qui se faisaient sur LinkedIn, tout ça. Puis, juste l'organisation du panel de ce soir en est un exemple. Il y a cette facilité-là où on le sait qu'on va être chez soi puis qu'on va pouvoir justement faire ces conférences-là vidéo. Donc, il y a quand même un avantage à ça. Les gens sont plus disponibles qu'avant. Donc, pas négliger ces rencontres-là, même si on ne se voit pas en personne, ben, juste de se faire des réunions par Zoom, par caméra au lieu de téléphone, mais des fois, ça peut créer un petit lien de plus. Puis là, on peut faire tout un décor. Là, justement, on se prend un café en même temps, on rend ça un petit peu plus intéressant. Puis j'ai remarqué qu'il y a une tendance, là, surtout depuis le retour des vacances, des fêtes, là, les gens ont repris un peu les activités qu'il y avait l'année passée, mais vraiment transférées au virtuel. Donc, on retrouve pas mal les mêmes genres de conférences, les mêmes genres de réseautage, de genre de 5 à 7 virtuels. Donc, ça reprend quand même pas mal les activités. Puis ça peut aider aussi à sortir un peu de l'isolation, puis sortir de son quotidien, d'y participer. Oui. Puis c'est ça, tout le monde a différents types de personnalités, différents types d'approches, différentes façons de gérer des situations, des problèmes. Je sais que pour certaines personnes, le besoin de s'adapter à la nouvelle réalité, ça découle en fait de l'incertitude qui entoure le marché du travail actuel, surtout par rapport à la performance de l'économie dans la prochaine année, dans les années à venir. Et beaucoup de gens qui sont inquiets puis qui se posent des questions par rapport à leur carrière en période de pandémie, ça découle souvent d'une peur qu'éventuellement le travail va être plus difficile à trouver ou à chercher. Donc, pour certaines personnes qui sont plus orientées en mode solution, je pense avoir un moment où on reflète sur des emplois connexes ou des compétences à développer, comme être proactif pour rester à l'affût de l'évolution du marché du travail, puis de prendre des décisions qui sont basées sur ces informations-là. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut vraiment être rassurant pour naviguer l'incertitude qui entoure le marché du travail en temps de pandémie. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, justement, pour approfondir un peu sur la question, autre que justement l'incertitude ou l'isolation, est-ce que vous avez vu d'autres principaux défis ou justement vus par votre clientèle ou d'autres moyens pour surmonter justement ces défis? Oui, en fait, ce que je vous dirais, pardon, Aya, la chose essentielle, c'est étant donné qu'on n'a plus cette chance-là d'aller rencontrer les gens, moi, j'encourage les chercheurs d'emploi à aller justement participer à des événements comme ceci. Ce soir, on a ce merveilleux panel-là, mais il y a également des groupes de discussion, toutes sortes de groupes de discussion qui portent sur le sujet, hein, qui portent sur la future carrière du candidat ou de la candidate. Il ne faut pas hésiter à continuer à être actif. Souvent, on voit la recherche d'emploi un petit peu comme, certains voient ça comme dégradant ou ça gruge de l'énergie, puis on dirait que tout s'arrête, alors que non, c'est une période propice, c'est une période riche pour vraiment investir en soi en termes de connaissances. On peut maintenant, il y a des univers, il y a par exemple la plateforme Coursera, edX, on peut prendre des cours virtuels gratuits, il y a vraiment une myriade de cours exceptionnels qu'on peut suivre pour se tenir au courant. Et même, ça peut être très, très bien vu par un employeur de voir sur un CV que pendant ma recherche d'emploi, parce qu'on ne peut pas nécessairement faire du bénévolat, hein, tout est fermé, mais prendre des cours, se développer, ajouter une autre corde à son arc, c'est très, très bien vu. Alors, moi, c'est ce que je conseille.
à tous ceux qui, bien sûr, vivent cette incertitude-là, mais en faire plutôt un tremplin vers quelque chose de positif. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter? Vous êtes prêts pour la prochaine question? Ici, j'ai Tina, justement, qui dit « Bonne idée ». Et merci, justement, Émilie. Comme je vous dis, pour l'instant, on a quelques questions de préparer, mais aussitôt que vous êtes prêts, n'hésitez pas, justement, à lancer vos questions et on va y sauter sous peu. Donc, j'ajouterais juste vraiment quelque chose de simple parce que ce que tu as dit, Inès, ça complète bien aussi, là, justement, de rentabiliser un peu le temps, puis le moment actuel avec des connaissances de plus, aller chercher de la formation. Bien, c'est sûr que la situation depuis un an nous amène à beaucoup nous adapter au niveau de tous les services. Donc, c'est sûr que de penser à des idées, d'avoir des initiatives pour son domaine, puis même les proposer aussi, ça peut permettre de se démarquer aussi face à un employeur, d'avoir des nouvelles idées à ajouter à une candidature. Souvent, on pense, oui, le CV est super important, mais on peut ajouter, je ne sais pas, vous avez pensé à qu'est-ce que vous pourriez intégrer à une entreprise pour justement répondre au changement du service à cause que tout est en ligne, tout est virtuel. Vous avez envie de joindre ça à votre candidature, un petit extrait, en parler plus en entrevue, ça peut avoir un impact super important, puis justement avoir une valeur ajoutée à votre candidature. Merci d'avoir ajouté ça, justement. Je sais que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de la misère à s'adapter, justement, à tout est virtuel. Le fait de, justement, tu sais, il y avait encore beaucoup de gens comme moi qui aimaient ça écrire papier-crayon. Je te dirais que c'était un sacré changement à s'adapter. Mais là, je veux, justement, on est dans le mois du mentorat. J'aimerais ça parler un peu d'un autre sujet que je sais que Ina, justement, est un grand fan. Julien et Aya aussi ont beaucoup d'expérience. Donc, quelles suggestions avez-vous pour aider les gens à trouver un mentor? Écoutez, il y a déjà plusieurs plateformes qui permettent de faire des jumelages. Hello, Academos, il y en a d'autres. Bien sûr, je vais laisser Aya et Julien en nommer. Mais tout simplement s'inscrire sur ces plateformes-là et faire des recherches, remplir sa fiche. Et une fois que vous remplissez votre fiche, c'est vraiment faire une recherche par rapport au mentor et appeler quelques mentors pour créer ce premier contact téléphonique. Encore une fois, on peut pas, à l'époque où on pouvait voir le mentor, il y avait des cafés, on allait prendre un café avec notre mentor. On peut pas le faire maintenant, mais ça se fait très bien virtuellement. Ça se fait très bien sur Zoom, sur Teams. Donc, on peut très bien faire une rencontre d'introduction pour parler de soi et voir s'il y a cette chimie-là, cette adéquation entre qui l'on est et le mentor. Parce que des fois, tout est beau sur papier ou sur l'ordinateur ou sur une fiche virtuelle, mais il faut aller vraiment tester, entre guillemets, et vraiment parler. Et l'authenticité est essentielle dans cette relation mentorale. Il ne faut pas essayer de cacher quelque chose. Il faut, de part et d'autre, bien entendu. Alors, j'encourage vivement les gens qui sont en recherche d'emploi de trouver ce partenaire de succès. Un mentor, c'est vraiment quelqu'un qui veut votre succès, qui va vous accompagner. C'est quelqu'un d'expérience qui connaît votre domaine d'activité, qui a certainement des contacts dans une ou plusieurs entreprises qui pourraient vous embaucher éventuellement. Donc, commencez d'abord par regarder au niveau de la plateforme qui vous convient le mieux et après ça, appelez quelques-uns et parlez de vos besoins. Juste pour en rajouter un peu avant, si aussi vous êtes capable de rajouter quelle plateforme vous préférez, juste pour que les personnes puissent prendre des conseils. C'est sûr que, comme tu as mentionné, Academos aussi, c'est un que j'utilise beaucoup. LinkedIn aussi, c'est une que je propose en orientation souvent. Autant employabilité puis orientation, je trouve que le mentorat, c'est super pertinent. Juste pour avoir ce contact-là avec quelqu'un qui a les deux pieds dans le domaine, qui peut te donner justement les trucs qui peuvent être plus difficiles à trouver justement en ligne. La réalité du travail, est-ce que, tu sais, des fois, est-ce que telle formation que j'ai envie de suivre va vraiment m'aider? Est-ce que ça va avoir vraiment un impact? C'est quoi quel genre de compétences techniques je devrais peaufiner pour devenir intéressant encore plus en entrevue face aux employeurs? Toutes ces questions-là peuvent être posées justement à un mentor. Donc, souvent, je suggérais aux gens qui n'avaient peut-être pas accès à Academos, là, je sais qu'il y avait une tranche d'âge, je ne sais pas si c'est encore actuel là, au niveau de l'inscription, mais sinon, j'ai invité à aller sur LinkedIn pour identifier des gens qui ont un parcours un peu similaire, commencer à discuter avec eux. Puis les gens, les clients à qui je proposais ça, il y avait souvent une petite réticence, peur de déranger un peu, est-ce que je vais me faire répondre? Bon, ils ont peur un peu de la rétroaction que le mentor ou bref, ce professionnel-là pourrait avoir. Puis généralement, à date, j'ai vraiment eu toujours des bonnes réactions. Les gens aiment ça, parler d'eux, parler de leur domaine, parler de ce qu'ils font.
avoir des questions. C'est quand même une relation là, qui est positive des deux sens. Donc, puis j'ai eu vraiment des impacts super positifs chez des clients qui ont rencontré quelqu'un puis qui a vraiment permis de dévoiler puis de un peu révéler là, les secrets de leur domaine. Puis ça a vraiment permis de faciliter là, la voie vers ce domaine-là. Puis quand tu y penses, c'est tellement d'informations pour quelque chose de simple qui est d'aller rechercher quelqu'un, entrer en conversation. Ça vaut vraiment la peine, définitivement, là, autant pour se réorienter ou pour s'aider dans sa recherche d'emploi. Ouais, la réponse de Julien est super exhaustive. Vraiment, Julien, tu touches à tous les points que je voulais soulever. Au-delà d'établir une relation formelle avec un mentor, je crois qu'il y a beaucoup de valeur à engager avec d'autres professionnels dont les parcours correspondent à vos intérêts. Puis de demander peut-être pour une entrevue d'information. Ça, c'est quand même quelque chose qui est commun, qu'on voit beaucoup dans les bonnes pratiques. Donc, comme Julien dit, vraiment tout le monde aime parler de leur parcours, tout le monde aime donner des conseils, aime parler d'un domaine dans lequel ils ont acquis beaucoup de connaissances. Donc, surtout en ce moment, on peut poser des questions vraiment spécifiques par rapport à comment l'entreprise s'adapte à la nouvelle situation, comment le mode de vie des employés a changé, si les tâches ont changé, qu'est-ce qu'on peut faire pour se qualifier pour éventuellement accéder à un poste dans l'entreprise. Donc, tout ça, dans le contexte d'une entrevue d'information, ça peut être super intéressant d'utiliser la plateforme LinkedIn pour aller décrocher ce genre de conversation-là. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. J'aimerais savoir si vous, personnellement, avez-vous déjà eu un mentor ou connaissez-vous des personnes que vous avez aidées qui ont eu beaucoup de succès à avoir un mentor? Puis si vous pouvez parler un peu de l'histoire ou de qu'est-ce qui est arrivé. J'ai eu les deux. Ben, d'abord, avant de décrocher mon premier poste comme conseiller en emploi, j'ai été sur Academos demander à quelqu'un qui était conseiller en emploi, ça ressemblait à quoi le quotidien, parce que je trouvais que la description de poste, oui, était intéressante, mais je n'étais pas sûr de tout à fait comprendre. Puis la dame en question m'a vraiment décrit son quotidien. J'ai fait comme, hey, ça m'intéresse vraiment. Ce qu'elle me décrit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai appliqué, puis ça, effectivement, là, ça m'a vraiment plu. Donc, ça a été aidant pour moi. Puis tout au long, j'ai toujours été identifié soit un professeur à l'école pour avoir un peu un coaching un petit peu plus en détail sur la réalité du marché du travail après la formation aussi. Sinon, j'ai eu plusieurs clients. Là, j'en ai une en tête là, justement qui avait rencontré un mentor sur Academos dans un domaine qui est un peu niché. C'est de l'exploration un peu des sols, puis des minéraux, tout ça. Donc, il n'y en a pas une tonne d'experts dans ce milieu-là. Puis, c'était un passionné avec elle qui était une nouvelle passionnée. Puis, vraiment, ça a fait une super chimie. Là, puis, on a pu discuter de ces roches-là et tout ça. Puis, définitivement, ça avait confirmé son choix là, d'aller étudier là-dedans. Donc, ouais, ça avait été des beaux moments de mentorat puis d'échange entre deux personnes avec des intérêts communs. Alors, pour ma part, moi, j'ai découvert le mentorat il y a 20 ans quand j'ai débarqué à Montréal, parce que moi, je suis immigrante, j'ai vécu à l'étranger. Et à l'époque, j'étais étudiante à la maîtrise en traduction. Et dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, on m'avait demandé de participer à un projet. Et puis, j'ai eu un mentor que je suis encore en contact avec lui maintenant, 20 ans après. Il n'est plus mon mentor, mais on est devenus amis. Ça a eu des conséquences incroyables sur ma confiance en moi. Également sur la connaissance du métier, le développement de mes compétences, mon aisance professionnelle. Également, grâce à lui, je me suis dotée d'un réseau extrêmement riche. Donc, je ne peux que vous mentionner l'incroyable, les conséquences positives du mentorat sur votre carrière, mais aussi sur votre bien-être professionnel. Parce qu'au-delà de la réussite professionnelle, vous avez vraiment quelqu'un qui a à cœur votre bonheur. Hein, on parle beaucoup de bonheur puis bien-être. Je crois beaucoup à ça. Donc, j'ai deux mentors maintenant qui me suivent dans ma carrière, chacun avec sa spécialité. Donc, j'ai toujours eu des mentors. Également, quand j'ai fait mon cours de coaching, j'ai eu deux mentors qui m'ont suivi pour développer mes compétences. Je crois beaucoup à ça parce que je l'ai testé sur moi. Et je peux vous dire que ça prend un ingrédient, la bienveillance, le mentor, bien sûr des deux bords, et de notre côté mentoré, c'est vraiment l'ouverture au changement, l'ouverture à la rétroaction. Alors ça, c'est les ingrédients, mais il y en a d'autres, mais c'est ce que je retiens. C'est vraiment intéressant d'entendre ton parcours avec un mentor. Je ne savais pas que ça avait commencé comme ça, ton intérêt pour le mentorat. Comme tu mentionnes, vraiment, une source de confiance, pour moi, c'est ce qui est le plus valorisant dans la relation mentor-mentoré.
avoir un sentiment que quelqu'un est là pour nous appuyer, pour nous encadrer, quelqu'un qui croit en nous, c'est quelque chose qui peut vraiment être bon pour l'estime de soi. C'est une pratique que je fais couramment quand j'ai l'occasion, en tant que conseillère en emploi, de présenter un participant que j'ai rencontré dans ma première année comme conseillère, donc en 2018, aux participants que j'ai rencontrés plus récemment là, au courant de l'année dernière. Puis je trouve que la perspective d'un nouvel arrivant qui a intégré le milieu de l'emploi, qui a intégré sa profession, peut donner des conseils qui sont tellement pertinents à quelqu'un qui vient juste d'arriver parce que les souvenirs sont tellement frais de tous les obstacles qui sont vraiment spécifiques à un contexte de nouvel arrivant. Donc, c'est un autre contexte dans lequel je crois qu'une relation de mentor-mentoré peut vraiment être bénéfique pour le chercheur d'emploi. Exact. Et je suis vraiment content justement d'entendre toute l'histoire parce que j'ai vu une chose qui est commune avec toutes les personnes qui ont eu des mentors. Ils sont toutes, justement, ils ont toutes eu une intégration beaucoup plus rapide, justement, sont rendus plus loin dans leur carrière, puis ils ont sauvé surtout beaucoup de temps à se rendre où ils se sont rendus aujourd'hui. Je vois ici, en tout, demander avez-vous des suggestions de plateformes et de mentors. Je sais qu'on en a mentionné quelques-unes. On ne les a pas écrites, mais à la fin, on va partager avec vous un document avec plein de ressources. Et justement, je vais rajouter Hello, à notre plateforme de Thousand Coffees, Academos et plusieurs autres plateformes de mentorat. Donc maintenant, quelque chose qui trouble beaucoup de personnes, c'est quoi la différence entre un mentor et un conseiller carrière? Dans quel moment est-ce que tu devrais peut-être plus aller voir un conseiller carrière et dans quel moment est-ce que peut-être qu'un mentor te convient plus? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je trouve que les deux vont très de pair aussi. Pour moi, c'est deux intervenants complètement différents. Mais un mentor, peut-être pas tout à fait un intervenant. C'est vraiment un peu comme les filles l'ont expliqué, quelqu'un qui a un bagage de connaissances aussi dans un domaine qui t'intéresse, qui va venir un peu te raconter comment il l'a vécu, puis qui peut te permettre justement là, de peut-être l'avoir un petit peu plus facile, de pouvoir en même temps développer tes compétences. Puis je veux souligner aussi, Inès, quand tu as mentionné d'être ouvert à ça, ouvert à un peu montrer notre vulnérabilité, apprendre, ouvert au changement. C'est plus rare qu'on parle de ce volet-là, mais c'est vrai que quand on rencontre un mentor, en tant que mentoré, il faut être prêt à tout ce travail-là aussi sur soi à faire. Donc, je le vois plus comme un aide un peu sur le très long terme. Hein, ça peut être très long aussi. Puis au travers de plein de choses qui peuvent toucher plus le personnel, mais également le professionnel. Le conseil carrière va peut-être un peu plus coacher au niveau... ça va être plus un expert du milieu de la carrière et pas nécessairement niché sur le domaine en particulier, alors que le mentor va peut-être avoir une expertise de plus sur le domaine en question. Évidemment, les conseillers en emploi, les conseillers d'orientation, on ne peuvent pas tout connaître les métiers, les professions et les formations qui existent. Donc, c'est là où le mentor peut venir ajouter une petite précision de plus, puis des conseils plus pointus. Donc, ça s'ajoute super bien. Oui, il y a aussi un détail important de coaching. On paye un coach, alors un mentor, on ne le paye pas. Hein. Le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui a, comme tu l'as dit, Julien, qui a une expérience et des connaissances étendues sur un domaine en particulier. Exemple, si je sors de l'école d'ingénierie, mais c'est sûr qu'idéalement, qu'il faut que je cherche un mentor, soit qui est ingénieur ou qui connaît bien la profession. Bon, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais il faut vraiment aller chercher quelqu'un qui connaît bien les tenants, les aboutissants du métier, les entreprises qui recrutent. Voilà, donc tout ce qui a trait à la carrière d'un ingénieur, par exemple, le coach n'est pas nécessairement l'expert dans ton métier. Il n'est pas obligé d'être un expert et en plus, on paye le coach. En plus, au niveau du coaching, il y a une obligation de résultat, n'est-ce pas? Alors que dans le mentorat, c'est vraiment le mentoré qui, lui, va tracer sa route et avec l'aide, bien sûr, du mentor qui va l'accompagner. Le coaching, c'est beaucoup. Il y a des résultats à atteindre, hein, surtout quand il y a une relation tripartite, c'est-à-dire entre le coach, le coaché et l'employeur, c'est-à-dire le chef de service ou le DRH, directeur des ressources humaines. Alors, il y a quand même une différence. Mais dans les deux cas, il y a des objectifs à atteindre, il y a une finalité, mais pour le mentorat, c'est vraiment différent là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même beaucoup de similarités, mais aussi des différences importantes là, entre les deux rôles. Puis, comme Julien a dit, c'est pas nécessairement mutuellement exclusif. Là. Ça dépend de ce qu'on cherche, mais on peut définitivement aller chercher quelque chose chez un conseiller, qu'on peut définitivement aller chercher quelque chose chez un mentor. Ça dépend un peu de où on en est dans le processus, puis c'est quoi notre objectif. Je voulais peut-être juste rajouter un point à ce qui a déjà été soulevé. Par rapport au rôle du mentor qui peut parfois faciliter la rencontre de d'autres professionnels dans le milieu. Donc ça, c'est peut-être une différence aussi entre le conseiller en emploi et le mentor.
Les conseillers en emploi, surtout dans les dernières années, avec un intérêt de compagnies de prendre les devants, puis aller chercher des candidats dans certaines communautés, les conseillers en emploi ont des partenariats des fois avec des employeurs qui peuvent mener à des opportunités pertinentes pour les clients. Mais c'est sûr que ce ne sera peut-être pas une connaissance de tous les autres professionnels qui sont dans le milieu, peut-être pas de la même façon qu'un mentor connaîtrait les gens dans le milieu. Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération là, quand on essaie de chercher pour de l'accompagnement dans notre recherche d'emploi. Oui, puis j'avais envie d'ajouter un peu pour les conseillers. Les conseillers en emploi, des fois, ça va être un peu plus un généraliste, si je peux me permettre de dire, là, qui vont connaître les tendances du marché en général, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui fonctionne bien, des techniques de recherche d'emploi, puis pour aller un peu du volet orientation, donc le counseling, c'est tout ce qui va être l'accompagnement lié il y a beaucoup de choses, mais ça peut être un peu d'aller identifier tous les petits obstacles à l'insertion à un emploi ou au retour en formation. Donc, le conseiller va pouvoir travailler ces enjeux-là qui peuvent être liés un peu plus au fonctionnement psychologique ou à toutes sortes d'obstacles au travers du vécu de la personne, ce qu'un conseiller en emploi peut également identifier. Le mentor a peut-être moins ce bagage-là, justement, de relation d'aide qu'on va retrouver avec un conseiller ou un coach. Oui, très bien dit, Julien. Merci. Puis, tu sais, je vois tellement de valeur dans ce que vous dites. C'est tellement clair aussi de comprendre où aller voir un mentor, quand aller voir un conseiller ou quand voir les deux, justement. Comme vous dites, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Mais beaucoup de gens sentent justement, qui n'ont peut-être pas besoin d'un mentor ou pas besoin d'un conseiller carrière. Tu sais quoi qui pourrait être quelques-unes des barrières qui arrêtent les personnes, justement, d'aller voir ces services s'ils savent la valeur ajoutée, justement, d'utiliser un mentor ou un conseiller. C'est vraiment une excellente question. Moi, vas-y. Commencer. Vas-y, tu veux? OK. Ben, des fois, on parle un peu d'inconvénients quand on fait des rencontres là, en orientation parce que ben, des fois, ça peut venir toucher des cordes un peu sensibles. On peut toucher à des fois un vécu qui a été plus difficile. Qu'est-ce qui fait que la personne en ce moment n'est pas capable de se trouver un emploi, n'est pas capable de trouver exactement le domaine qui lui correspond. Souvent, c'est pas juste parce qu'elle ne connaît pas ses intérêts. Hein. Ça touche souvent des aspects un peu plus profonds. La personne elle peut avoir toutes sortes d'enjeux. Fait que des fois, ça peut être difficile à travailler. Puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ce travail-là. C'est pas le bon moment. C'est pas la place. Ça n'a pas la place en ce moment là, dans leur vie. Donc, des fois, ça peut rendre moins intéressant un processus d'orientation. Tantôt, tu l'as dit, hein, tu avais envie qu'on te dise un peu ta place est où. Bien, souvent, comme conseiller d'orientation, bien, on leur dit c'est pas moi qui va te trouver ta place. Et un conseiller en emploi, généralement, va dire c'est pas moi qui va te trouver une job nécessairement. Je vais t'aider à trouver une job qui va te plaire. Donc, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas se faire aider, qui aimeraient ça que le travail soit fait pour eux. On le sait pertinemment que sur le long terme, ce n'est pas efficace. On sait qu'on veut donner les outils pour que la personne puisse les utiliser sur le long terme, qu'elle se connaisse mieux, etc., etc. Donc, des fois, les personnes n'ont pas envie de faire ce travail-là plus long ou bien auraient envie d'avoir des résultats plus rapides et pensent que finalement, de se concentrer sur l'envoi de CV peut être plus efficace. Donc, ça pourrait être une raison pourquoi quelqu'un ne voudrait pas aller voir un conseiller. Ou une conseillère, évidemment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Inès? Sinon, je suis... Oui, ben, oui. En fait, que ce soit le coach ou le mentor, il faut vraiment être prêt à investir du temps et de l'énergie. Hein. Comme dit Julien, le mentor n'est pas là pour nous donner un emploi sur un plateau d'argent. Il va nous procurer des conseils, de l'aide, de l'écoute. Et le travail à faire, c'est vraiment nous qui allons le faire. Même chose pour le coach ou coach de carrière ou conseiller en orientation. Donc, des fois, peut-être c'est pas le bon moment. Peut-être il faut faire un travail sur soi. Si on a des difficultés personnelles, ben, peut-être c'est pas le bon moment d'investir dans un coach ou un mentor. Mais à un moment donné, il faut se mettre en action et un mentor, par exemple, il peut avoir il a une excellente écoute pour écouter aussi le volet plus personnel. Hein. Mais encore une fois, ça dépend de nos objectifs. Exactement, c'est super. J'entends souvent aussi une autre raison que j'entends souvent pour laquelle les gens ont une réticence à consulter des conseillers en emploi, c'est soit parce qu'ils ont déjà eu une mauvaise expérience passée ou quelqu'un dans leur cercle immédiat a eu une expérience négative. Puis ça vient souvent teinter leur perception du processus. Puis ça, c'est comme n'importe quel service. Il y a des conseillers avec qui ça va cliquer, des conseillers avec qui ça va moins cliquer. Je crois qu'il y a beaucoup de valeur dans le processus d'aller chercher de l'accompagnement en recherche d'emploi, mais c'est sûr qu'il faut trouver un conseiller qui correspond un peu à notre trait de personnalité.
Donc, pour ceux qui ont eu une expérience négative et puis qui ça les décourage un peu de retenter le processus, j'encouragerais les gens à essayer de peut-être consulter différents organismes, différents centres, rencontrer différents conseillers, puis vérifier, voir si c'est peut-être pas, le blocage n'était peut-être pas au niveau de la connexion avec le conseiller, là. Je trouve ça bien que tu amènes ça. Des fois, c'est touché un peu. Moi, j'invite les gens de plus en plus à justement peut-être faire un triage là, des conseillers. Bref, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais de faire un premier appel, du moins aller voir un peu c'est quoi est-ce que ça semble cliquer entre nous deux? Est-ce qu'on va avoir une bonne collaboration ou bien au contraire, est-ce que la personne n'a pas l'air d'avoir une vision similaire à la mienne, puis le processus n'aura peut-être pas le résultat attendu. Donc, je trouve ça bien que tu amènes ça parce que ben, je pousserais les gens à justement peut-être faire un premier appel, voir un peu comment c'est quoi ta façon de travailler, comment tu accompagnes tes clients, tout ça, voir est-ce que ça correspond avec moi, puis donner le droit de choisir aussi. Puis moi, en orientation, j'invite toujours mes clients à me mentionner s'ils voient qu'un exercice ou une façon de travailler ne leur convienne pas, puis qu'on va adapter parce que le processus finalement est pour eux. Donc, c'est important que ça les représente et que ça corresponde à leur façon de travailler. Exact. Ben, merci beaucoup. Le pire, c'est que j'essaie de jamais diriger un peu la réponse que je veux entendre, mais vous avez touché tous les points. Merci beaucoup. Est-ce que ça serait aussi conseillé de voir plus qu'un conseiller à la fois? Je suis moins pour. Après, parce que pour moi, c'est un peu un travail en double. Je serais plus pour dire, tu peux commencer avec quelqu'un, si tu vois que ça ne correspond pas, t'arrêtes puis tu vas avec quelqu'un d'autre. Je valoriserais plus de faire ça que de faire les deux en même temps. Ça peut devenir, il n'y a pas personne qui accompagne quelqu'un en emploi de la même façon qu'un autre. Il y a toujours ses petites particularités. Donc là, d'en rentrer dans mais on ne m'a pas dit tout à fait ça. Puis là, finalement, on perd du temps à aller voir qu'est-ce que l'autre personne a dit, comment tu l'as compris. Moi, ce que je te dis, c'est juste, c'est pas wow. Exact. On pourrait avoir besoin dans notre vie, on peut avoir des besoins différents. Hein. Comme je vous ai dit, moi, il y a 20 ans, j'avais un mentor spécialisé au niveau de ma carrière en traduction, en terminologie, mais j'ai fait un changement de carrière radical à l'âge de 30 ans où je me suis tournée plus vers les ressources humaines. Donc, choisir un mentor ou un coach côté communication, ce n'est peut-être pas le bon pour moi. Alors, bien sûr, j'ai dû me tourner vers un coach spécialisé plus au niveau du coaching. Alors, ça dépend du moment où est-ce qu'on se trouve dans notre vie. Donc, on peut avoir plusieurs coachs, plusieurs mentors tout au long de notre vie. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est on continue à apprendre, on continue à évoluer. Oui, c'est vraiment un super point. Puis d'ailleurs, Julien a dit quelque chose sur lequel je voulais élaborer un peu plus. C'est sûr qu'on a un souci de ne pas vouloir dédoubler le travail que les conseillers font. Donc, dans cette optique-là, on ne va pas aller demander à deux personnes différentes d'accompagner pour la rédaction du CV. Par contre, j'étais en conversation la semaine dernière avec une conseillère pour les étudiants internationaux à l'École de technologie supérieure, à l'ETS. Puis elle m'a dit que les conseillers en emploi à l'ETS se concentrent vraiment à aider les étudiants à trouver des stages, puis peut-être une fois qu'ils ont complété le programme, de trouver le premier emploi. Mais au niveau de l'identification d'employeurs potentiels, puis d'autres aspects un peu plus avancés de la recherche d'emploi, c'est souvent plus pratique d'aller chercher un soutien dans le milieu communautaire. Donc, c'est à ce niveau-là que je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité d'aller complémenter ce qui est offert dans les institutions scolaires avec ce qui est offert dans le milieu communautaire. Donc, ça, c'est une piste à explorer, là, dépendamment de chaque personne, chaque objectif et chaque profil, mais définitivement, je peux entrevoir un contexte dans lequel ce serait pertinent d'avoir comme deux conseillers, si on veut. Tu vois, ça me donne envie d'aller un petit peu plus loin encore là-dessus parce que tu viens de m'amener une idée aussi. C'est super intéressant ce que tu as dit. Bien, dans les organismes où j'ai travaillé puis où je travaille actuellement, justement, ce qui est populaire aussi, c'est du counseling de recherche d'emploi de groupe. Donc, où ça va être en co-animation. Donc là, le travail n'est pas nécessairement dédoublé, mais ça permet aux chercheurs d'emploi d'avoir un peu deux façons de voir les choses qui se complètent super bien. Puis là, on peut un peu se diriger vers la personne qui pourrait peut-être correspondre un peu plus à nous ou bien juste avoir une vision encore plus large du marché du travail, avoir encore plus d'astuces, plus de trucs. Donc là, ça peut devenir pertinent aussi, là, tout ce qui est intervention de groupe puis soutien de groupe, que ce soit sur Zoom ou en personne. Donc, il y en a encore. C'est moins évident, mais il y en a encore. Merci. J'avais aucune idée.
de quel sens allait aller cette réponse, justement, parce que le counseling, c'est pas une science exacte, justement, c'est pas toujours 1 + 1 fait 2. Donc, merci beaucoup pour vos réponses variées. Alors maintenant, justement, je ne veux pas aller sur ce qui est arrivé avec la pandémie, mais ce serait plus sur le rôle des conseillers. Je crois qu'on a de plus en plus un besoin des conseillers carrière récemment et dans l'avenir qui s'en vient. Comment est-ce que tu penses que le rôle va évoluer dans les années à venir? Quel nouveau défi peut-être tu prévois ou quel besoin va peut-être prendre le devant? Je pense qu'on aura toujours besoin de conseillers. Excuse-moi, Aya, je me suis lancée. Les conseillers en carrière ou les personnes qui accompagnent les candidats au niveau de carrière, on aura toujours besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dépendamment de l'époque où est-ce qu'on se trouve dans notre vie, on aura toujours besoin de ce guide. Hein. Moi, je vois ça comme un phare, avec une belle lumière au loin qui va nous accompagner. Maintenant, c'est sûr qu'avec un contexte de pandémie et un contexte où il y a certains emplois qui vont disparaître dans quelques années, on aura à développer d'autres compétences. On parle beaucoup d'adaptabilité, d'agilité. Donc, c'est sûr que pour le chercheur d'emploi, il doit être conscient de ça. Puis le conseiller en emploi ou le conseiller en orientation vont amener ce volet-là de devoir toujours être moi j'appelle ça l'éternel étudiant, toujours avoir un outil dans son sac et ne pas dormir sur ses lauriers et dire bon, parfait, j'ai fait un bac, c'est bon, je rentre dans une entreprise, je vais passer 30 ans, je vais avoir la montre en or. Malheureusement, on n'a plus ce profil d'employé. Maintenant, les gens vont avoir plusieurs carrières. Et même comme moi, au début, j'ai pris la carrière de traductrice, j'ai changé. Et c'est très courant, les gens qui changent. Ça ne veut pas dire qu'on est éparpillé. Non, on évolue, on a d'autres intérêts. Donc, et je vois que c'est une tendance. Hein. Nos enfants et tout, ils vont peut-être faire 2 ou 3, 4 carrières. Il y a des technologies qui arrivent. Hein. Il y a quelques mois, il n'y a même pas un an, on ne pensait même pas pouvoir travailler à distance avec les Zooms de ce monde, les Teams, avec tous les outils. Mais maintenant, c'est monnaie courante. Il y a des entreprises qui ont dû s'adapter et qui n'avaient pas dans leur pratique que les gens travaillent à distance. Maintenant, tout le monde travaille à distance, presque, à part dans des milieux manufacturiers ou d'autres. Alors, on doit s'adapter. Oui, comme Inès, j'envisage aussi un rôle super important pour le conseil à l'emploi plus les années avancent. Même en 2018, le taux de chômage au Québec était historiquement bas. Puis il y avait quand même une demande importante pour le conseil à l'emploi. Donc, je peux seulement imaginer à quoi ça va ressembler dans les prochaines années quand le taux de chômage est un peu plus élevé, puis il y a des répercussions sur l'économie qui sont encore un peu difficiles à prédire. Donc, il y a vraiment un aspect réconfortant, je trouve, dans le conseil à l'emploi, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui connaît notre profil, qui connaît nos ambitions, qui garde un œil ouvert pour nous, qu'il y a quelqu'un vers qui on peut se tourner quand on vit des moments d'incertitude, quand on a des questions, quand on a des doutes. Même une fois qu'on a décroché un emploi, si on a des questions, avoir une personne ressource vers qui on peut se tourner, qui ne fait pas vraiment partie de notre cercle d'amis, ni notre cercle de famille, mais c'est quelqu'un vraiment de l'extérieur qui peut apporter cette perspective-là sur notre cheminement professionnel. Donc, pour certaines personnes, le conseil à l'emploi, ça change tout. Pour d'autres, moins. Mais pour les gens que ça change tout, j'envisage vraiment un rôle important pour le conseil à l'emploi dans les prochaines années à venir. Vous nommez vraiment des éléments super pertinents. Je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que vous avez dit. Puis, je crois que justement, encore plus dans les années à venir, les conseillers en emploi, conseillers en général vont devoir se tenir à jour beaucoup de tous les changements qui se déroulent. Ça va vite, puis on remarque des fois que les gens ne se tiennent pas nécessairement assez à jour. Donc, on parle de s'adapter. Je pense que les conseillers en général doivent aussi faire ce travail-là de se tenir à jour, puis de s'assurer qu'ils sont en avant de ce qui va se passer, puis qui sont au courant des tendances, parce que rapidement, on peut rester justement dans notre confort, dans ce qu'on sait déjà, puis là, finalement, accompagner les gens, mais pas de la bonne façon. Puis justement, de faire des séances comme aujourd'hui, on peut discuter. C'est important que les conseillers se rencontrent aussi, sortent de leur environnement de travail et en rencontrer d'autres. Donc, un peu, qu'est-ce qui va peut-être changer au niveau de la profession, c'est l'importance de ça. On ne peut plus négliger d'aller chercher de l'information ailleurs. Il faut rester constamment à jour. Puis juste en orientation, un exemple en ce moment, c'est tout ce qui est réorientation forcée. Nous, on nous enseigne à accompagner des gens en réorientation. Puis ce qu'on nous dit, c'est beaucoup dans leurs intérêts, ils veulent ça. Mais là, on arrive, on a plein de gens qui ont perdu leur emploi ou que leur domaine
il n'y a plus d'activité, donc ils se réorientent, puis c'est pas parce qu'ils veulent. Donc, comment qu'on accompagne des gens qui finalement se réorientent, mais c'est contrairement le contraire de ce qu'on a appris finalement, là. Donc là, on doit s'adapter, aller un peu changer tout ça. Puis c'est ça. Fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter puis de renouveler nos façons de faire si on veut rester pertinent, là. Merci. Justement, ça, je voyais beaucoup de choses qui changeaient de ma perspective de qu'est-ce qu'un conseiller carrière faisait avant. Donc, faire des CV, des pratiques d'entrevue. Maintenant, il faut aussi faire de l'entraînement, justement, développer les compétences, les soft skills, justement, comme on parle aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour vos réponses. Là, maintenant, une question pour savoir, justement, avec le titre, comment propulser sa carrière. On voudrait savoir comment est-ce que certaines personnes réussissent à leur recherche d'emploi et pourquoi d'autres ont plus de difficultés. Avez-vous des exemples d'histoires de succès ou peut-être des exemples justement qui pourraient expliquer certaines difficultés? Puis quoi la différence entre les deux? J'ai le goût d'aller sur plusieurs tangentes. Premièrement, les gens qui ne réussissent pas leur recherche d'emploi, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont juste, les méthodes qu'ils ont adoptées ne sont pas les bonnes au bon moment. Encore une fois, des fois, on n'est pas prêt. Donc, il faut vraiment faire un exercice comme j'ai dit tout à l'heure, connaissance de soi et voir au moment où on se trouve maintenant, c'est quoi notre besoin. Des fois, on veut brûler les étapes. Déjà, à la base, c'est ça. La deuxième chose, c'est la résilience. On parle beaucoup de résilience, surtout maintenant dans un contexte de pandémie. Le chercheur d'emploi, parce qu'il se trouve dans une période peut-être plus vulnérable, ceux qui réussissent le plus, ce sont ceux qui ont une résilience élevée, mais ceux aussi qui savent s'entourer. Encore une fois, quand on cherche un emploi, on a tendance à vouloir s'isoler, il y a le sentiment de honte, les autres travaillent, moi je ne travaille pas. C'est sortir de ce sentiment de honte et aller chercher de l'aide. Également, les gens qui réussissent sont des gens aussi qui savent utiliser leur réseau. Moi, je suis une passionnée du réseautage. Je pense qu'au niveau de ceux qui se démarquent, ce sont les gens qui vont aller créer des liens significatifs avec des gens qui sont en mesure de les présenter à des potentiels employeurs. Et ce sont des gens qui s'entourent et qui ont un bon réseau de soutien, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, c'est multifactoriel. Je ne veux pas nécessairement dire que les gens qui ne réussissent pas leur recherche d'emploi parce qu'il y a une seule chose. Donc, chaque cas est différent. Oui, puis Inès a touché à beaucoup de points importants, là, entre autres comme l'intersection entre le degré de préparation, le niveau de réseautage effectué, puis peut-être même des fois juste un degré de timing ou de chance. Tous ces éléments-là, c'est ça qui fait les ingrédients d'un succès dans la recherche d'emploi. Puis, Nayoum, tout à l'heure, tu mentionnais peut-être des exemples pour appuyer ce qui se dit. Donc, je pense que je vais juste vous partager une anecdote qui souligne un peu l'importance de ces trois facteurs-là dans la recherche d'emploi. Il y a 2 ans, j'ai rencontré l'ancienne procureure générale du Venezuela qui était venue au Canada pour demander l'asile, étant donné le contexte dans son pays d'origine. L'obstacle à l'emploi, c'était vraiment le niveau de français et d'anglais. Donc, je lui ai conseillé d'aller faire un diplôme de communication professionnelle à McGill, puis, entre-temps, de préparer ses outils, puis de préparer son discours éclair. Donc, pour qu'elle puisse se présenter aux gens dans son entourage comme quelqu'un qui avait une formation en droit. Puis, elle a éventuellement trouvé une opportunité via le réseautage. Donc, lorsqu'elle effectuait un déménagement d'un immeuble à un autre, elle a rencontré dans la cage d'escalier une dame, puis elle s'est présentée comme avocate de formation. Puis, ils ont commencé une belle conversation. Et cette dame était la mère d'un propriétaire d'un cabinet d'avocats qui, justement, est à la recherche d'une assistante juridique. Donc, elle a su trouver une opportunité grâce à une conversation dans une cage d'escalier une fois. Mais le fait qu'elle était super préparée à saisir une opportunité quand ça se présenterait, donc elle avait déjà pensé un peu à comment elle se présenterait, qu'est-ce qu'elle mettrait de l'avant, elle comprenait comment transférer ses compétences du pays d'origine au contexte canadien. Elle avait déjà entamé des démarches pour surmonter les obstacles auxquels elle faisait face en s'inscrivant à l'école. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui ont fait en sorte qu'elle a eu un succès dans une recherche d'emploi, alors que, honnêtement, lors de la première rencontre, je pensais que ça serait beaucoup plus long avant qu'elle puisse dénicher une opportunité. Donc, c'est ça, l'importance d'avoir des fois juste un peu de chance, mais un bon degré de préparation, puis avoir des connaissances au niveau du réseautage, c'est vraiment ça qui permet de déboucher.
C'est un super bon exemple. Puis, tu vois, on a l'impression quand on entend ça que ça arrive là une fois aux 100 ans, mais finalement, je pense que tous les conseillers ont des histoires comme ça. Honnêtement, ça arrive vraiment plus qu'on pense. Juste quand on commence à parler de notre recherche d'emploi aux gens autour de nous, puis on réalise que finalement, il y a des opportunités qui peuvent se créer de cette façon-là. Puis, vous avez nommé plein de choses intéressantes. J'ajouterais peut-être juste, moi, ce que j'ai vu des gens avec beaucoup de succès chez les personnes qui osaient aussi faire les choses différemment un petit peu. Qui osaient, des fois, il y avait des idées un peu folles, puis ils disaient, je peux pas faire ça. Puis j'étais comme, hey, pourquoi pas? Puis j'étais comme, c'est vrai que je pourrais, ça me tente. Puis que ça soit de juste se rendre, je me souviens de quelqu'un dans le temps, elle avait envoyé une candidature, puis l'endroit là, lui plaisait vraiment beaucoup, puis elle a décidé d'y aller pendant une pause. On avait un programme de groupe, puis elle s'est dirigée là-bas, puis elle est rentrée, puis elle dit j'ai postulé, puis je voudrais rencontrer la personne responsable. Puis ça donnait qu'ils faisaient une espèce de dîner d'équipe en même temps. Puis ils l'ont juste amené pour se joindre au dîner d'équipe, puis ils ont passé une petite entrevue finalement entre deux assiettes de buffet. Puis elle a pu avoir son entrevue sur place la journée même. Puis c'était super excitant quand même comme façon de faire. Stressant un petit peu, mais elle avait eu envie d'essayer puis d'oser, puis ça avait bien fonctionné. Je dirais ça, puis personnaliser aussi sa recherche d'emploi. Je pense que quand on rencontre quelqu'un en entrevue, on a envie d'avoir vu un peu ses couleurs au travers de ses outils de recherche d'emploi, au travers de sa candidature. Puis l'inverse, c'est applicable aussi, là, mettre une personnalité qui n'est pas la nôtre dans nos outils pour que finalement on arrive en entrevue et on fasse on dirait que ce n'était pas la personne que je m'attendais dans ses papiers ou dans sa description. Ça peut jouer vraiment contre nous. Fait que je dirais d'afficher nos vraies couleurs dans nos applications, c'est super important, notre personnalité, qui on est. Puis au niveau de la langue, c'est aussi là, la confiance au niveau de son niveau de langue, même si ce n'est pas un niveau qui est parfait, on ne s'attend pas à ça aux personnes qui parlent parfaitement. Mais si on est en confiance avec notre niveau de français ou d'anglais, si on recherche ici, bien, ça fait aussi vraiment une grosse différence. Donc, que ce soit d'aller chercher un petit cours pour ajuster, juste regagner un peu plus confiance, ça peut être très bénéfique. Oui. J'ajouterais quelque chose, Nayo, l'état d'esprit. Hein, on parle de mindset en anglais. C'est sûr que je ne parle pas de la pensée magique. Hein, c'est pas du tout la même chose. L'état d'esprit du gagnant, puis l'état d'esprit que mais ça ne marche pas, ou c'est impossible, c'est trop difficile. Donc, quand on se met dans un état d'esprit que, OK, je me suis préparée, j'ai tout fait, et honnêtement, ça aide beaucoup. D'accord? Je vous donne un exemple d'une de mes candidates quand je travaillais à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc, une candidate qui, selon elle, ne maîtrisait pas assez l'anglais. Et je lui avais présenté un poste qui correspondait en tout point à son profil. Hein. Excellente candidature. Et puis, elle m'a dit, non, écoute, je ne parle pas bien l'anglais. Et ben, je lui ai dit, bon, on va faire une pratique d'entrevue en anglais. Alors, on a fait une pratique d'entrevue avec toutes les questions possibles et inimaginables que l'employeur pourrait lui poser. Je trouvais que c'est bien débrouillé. C'est sûr que je l'ai poussé beaucoup, mais je lui ai dit, mets-toi dans la tête déjà que ça va bien aller en entrevue et que tu maîtrises ton anglais. Ça a l'air simple et simplé, mais ça a fait toute la différence. Elle est allée dans l'entrevue, ça a très bien été. Elle a obtenu l'emploi, en fait. Hein. Elle est encore là. Donc, je vous dis, c'est vraiment beaucoup l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Est-ce que je suis assez bon ou je suis pas bon? Donc, des fois, on vise trop la perfection. Surtout, on parle des nouveaux arrivants. Moi, je dis, bon, si on a un niveau de fonctionnel, d'accord, c'est peut-être pas parfait. Et qui veut la perfection? On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et avec des cours, comme dit Julien, comme dit Aya, je pense que l'état d'esprit est très important dans la recherche d'emploi. Mm-hmm. Merci. Je vois beaucoup de similarités justement dans ce que tu viens de dire. Toujours être prêt au cas que la chance frappe et justement de toujours rester confiant, vu que c'est ça qui va justement nous mettre du meilleur pied de l'avant. Et on est déjà à la dernière question. Je vois qu'il est 8h30. Désolé d'avoir dépassé un peu le temps. On va juste partager un peu les ressources ou les techniques que vous avez à partager. Si vous voulez juste en parler très brièvement. Puis on va clore le panel avec ça. Que vous voulez parler un peu des ressources, je sais qu'on a un document, je vais le partager par après, mais si vous voulez parler un peu de qu'est-ce qui contient. Oui, donc j'ai inclus des liens dans le document. Là, c'est vraiment les liens de base pour commencer la recherche d'emploi. Donc, quand j'ai mentionné tout à l'heure que c'est super important de commencer avec une recherche approfondie dans notre domaine,
Donc, il y a 5 liens là, qui sont mis en dessous de mon nom, Aya, qui sont vraiment les liens pour commencer, démarrer le processus d'une recherche approfondie dans son domaine. Donc, l'information sur le marché du travail, les sites spécialisés par domaine, des webinaires virtuels sur comment faire des applications, comment avancer professionnellement au temps du confinement. Donc, je vous invite à aller consulter le document. Ouais. Moi, j'ai aussi partagé quelques ressources plus liées un peu à l'orientation, information scolaire, donc que ce soit un peu retour en formation pour aller mettre à jour ses compétences ou se réorienter complètement. J'ai mis aussi Métier Québec, qui est un site qu'il ne faut pas juger à son allure. Je le dis à chaque fois parce que c'est sûrement parmi les sites les plus laids. Désolé à la personne qui s'en occupe parce que c'est une mine d'or d'informations. Mais ça n'a pas été mis à jour depuis les années 90 ou quelque chose, c'est grave. Le design, les informations, oui, je rassure, hein, parce que les informations sont à jour, mais le look, je pense qu'il fait exprès pour que ça soit ce style-là. Mais Métier Québec, je l'utilise beaucoup pour consolider des choix parce que ça donne beaucoup d'informations sur plus la réalité du travail. Puis des fois, on peut avoir accès à des petits détails, exemple, ben, tel niveau de formation, étant donné qu'il y a beaucoup de compétitions en 2020, ben, c'est moins, on le conseille moins parce que il y a une formation, mettons, à faire au niveau collégial, universitaire, maîtrise, DEP. Donc là, le DEP, DEC, il y a moins de valeur. Donc, il y a des fois des petites informations un peu plus pointues. Beaucoup d'informations sur le salaire, des entrevues, des vidéos. Donc, ça, je le partage souvent. Pour ma part, j'ai mis un de mes livres chouchou. Vraiment, si un livre que vous devez acheter ou lire, c'est vraiment, ça s'appelle Trouver le bon job grâce au réseau. Écrit par une personne que l'on nomme en France le pape du réseautage, M. Hervé Bomelard, que j'aime beaucoup. J'ai mis également 2 guides qui sont en anglais, qui s'appellent Questions d'entrevue et comment y répondre, et le guide complet de recherche d'emploi. C'est vraiment une bible également de la manière de chercher un emploi, la façon la plus efficace possible. Et j'ai également mis 2 liens pour les sites de mentorat, Hello Mentorat et Academos. Il y a également un Mentorat Québec que je vous recommande fortement. Et d'ailleurs, le mois du mentorat est en cours. Alors, il y a encore il y a des belles tables rondes, il y a des articles. Pour ceux qui s'intéressent en mentorat, allez sur le site de Mentorat Québec et enregistrez-vous. Voilà. Merci énormément, Inès, Julien et Aya, pour vos fantastiques conseils. Le temps aussi que vous nous avez donné, je sais, il est quand même assez tard, un vendredi soir. Donc, j'apprécie énormément que vous ayez pris le temps. Et aussi, merci, Julien, Aya et Inès, pour justement si jamais les personnes veulent vous contacter, j'ai vu déjà, Julien t'a dit... J'ai pris, je me sentais mal de dire juste m'ajouter, fait que j'ai pris pour acquis que vous étiez ouverte aussi aux ajouts LinkedIn. Donc, j'ai dit nous ajouter, certainement. toi aussi. Au plaisir de connecter. Exact. Et vous avez aussi vos organismes aussi qui sont une grande aide à la communauté, justement. Donc, je vais aussi partager donc, le document. Je vais rajouter quelques petits détails qu'on a parlé aujourd'hui, comme d'autres places où vous allez trouver du mentorat et d'autres ressources aussi que j'aimerais recommander à tout le monde. Mais je voulais vous laisser mettre de l'avant vos ressources préférées. Donc, merci encore et n'hésitez pas à nous écrire à CATS, donc CATS à mcgill.ca. Vous pouvez communiquer avec nous, donc, comme qu'a dit, sur LinkedIn et au plaisir. Merci à toi pour ton organisation aussi. Oui, bravo à l'équipe de Conseil de carrière. Vraiment, là, c'est super. Merci Nayo, merci Émilie et merci Rosalia et toute l'équipe de CAT. Ça a été un plaisir de partager ma passion et en tout cas, j'espère que tout le monde se portera bien durant cette pandémie. Surtout, prenez soin de vous. Oui, exactement. Ouais. Bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Salut. Live on Facebook still.